Sud Radio, mettez-vous d'accord, Patrick Roger. Mettez-vous d'accord, c'est jusqu'à midi. Je suis habitué, comme vous, à entendre Valérie Expert derrière ce générique. Valérie qui sera de retour demain, après Christine Bouillot qui a assuré un intérim. Donc on teste à chaque fois là. Donc Juliette Rioufol qui prépare cette émission est en train de me tester en fait cette semaine. Avec nos débatteurs ce matin, Florence Berthoud, maire Horizon du 5e arrondissement à Paris. Bonjour. Noémie Aliwa, vous êtes journaliste, essayiste, auteur de... c'était là. Mon dernier livre, c'est La Terreur jusque sous nos draps. Jusque sous nos draps, c'est édition Plomb, évidemment, tout un programme. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes. Bonjour. Alexis Bachelet, qui a fait beaucoup de politique. Vous en faites toujours un tout petit peu, plus ou moins. Oh, tout est politique. Je donne mon avis quand on me le demande. Tout est politique, oui. Et puis, Alex Darmon, et la chaîne YouTube Les Indécis, jeune entrepreneur. Enfin, vous êtes de moins en moins jeune, mon cher Alexis. Merci. Mon cher Alex, oui. Mais jeune entrepreneur aussi, et qui produit énormément de documentaires et qui est en débat aussi tous les vendredis avec moi, et Eric Tegner. Mettez-vous d'accord, beaucoup de sujets en fait sur la table. La guerre en Ukraine, les leçons du vice-président en fait américain, c'était cash. Après on aime ou on n'aime pas, mais c'est le moins qu'on puisse dire. Les députés là qui sont favorables, il y a un rapport à la légalisation du cannabis qui suit un autre rapport et une proposition de loi. Ça précède d'ailleurs peut-être une proposition de loi. Il y a aussi cette proposition de loi autour de la laïcité. Est-ce qu'il faut interdire le voile dans le sport? Et puis Bétaram, est-ce que François Bayrou va être inquiété ou pas? Il a fait entre guillemets un acte de contrition ce week-end, en allant rencontrer en fait des familles dans le Béarn. On pourra en parler. Mais avant cela, vous coup de cœur, vous coup de gueule comme à chaque fois. On va commencer par vous, Florence Berthoud. Quel est votre coup de cœur ou coup de gueule quand je viens sur Sud Radio, en général, je fais toujours des coups de cœur, vous savez. Bien. Et oui, mais là, je vais faire un coup de gueule. Tout à fait exceptionnel, puisque nous sommes en train de supprimer massivement des classes à Paris. Alors, c'est la conséquence quand même d'une politique qui a malmené toutes ces dernières années les familles, notamment les classes moyennes, qui partent de Paris. Il n'y a pas de logement pour les classes moyennes et d'une manière générale, il n'y a pas de logement pour les familles. Voilà, on fait du chiffre. Et puis il y a, c'est vrai comme partout en France, il y a une chute de la natalité. Tout ça fait qu'à horizon septembre 2025, chers amis, on est censé supprimer, je pense, plus de 190 classes. Et ce qui est fou, c'est que on en supprime à la SERP, même quand l'effectif est à peu près équivalent à celui de l'année précédente, et que dans les écoles où on fait, comme chez moi, dans le 5e, beaucoup d'efforts pour accueillir des enfants porteurs de handicap. Je rappelle que nous sommes 20 ans après la loi, la grande loi sur le handicap, eh bien, c'est le même traitement. Et si on veut accueillir des enfants porteurs de handicap, eh bien, évidemment, il faut plus encadrer. Donc, moi, j'ai une école, par exemple, où 10% de l'effectif, ce sont des enfants porteurs de handicap. On accueille aussi dans mes écoles beaucoup d'enfants qui viennent de l'Institut national des jeunes sourds, dont le siège est dans le 5e. Et on va avoir des classes qui ferment. Donc, c'est assez incompréhensible, surtout quand la ministre de l'Éducation nationale vient d'indiquer que on n'allait pas supprimer, comme cela avait été annoncé, 4000 postes. Se rajoute à cela le fait que sur Paris, et c'est une première dans son histoire, eh bien, les directrices et les directeurs d'école qui ont qui jusque-là n'avaient pas de décharge, n'étaient pas déchargés de cours, au-dessus, pardonnez-moi, de 5 classes. Autrement dit, ils n'avaient pas assumé des cours. Et bien maintenant, on va leur supprimer ce système-là. À Paris, s'il y avait un régime dérogatoire par rapport à l'ensemble de la France, c'est parce que les tâches que font les directrices et les directeurs, c'est colossal. Moi, j'ai eu ça. Attendez, c'est plus colossal qu'ailleurs? Parce que moi, je vois en fait les tâches des directeurs et des directrices ailleurs. Je vois pas en quoi c'est beaucoup plus important. Mais vous avez raison. Enfin, ça serait trop. Attendez, ça serait trop technique. Non, mais
ça serait trop technique, Ouais. mais il y a la configuration de la ville-département fait qu'il y a beaucoup plus de tâches. Ils n'ont pas de personnel du tout administratif, et donc il y a un deal qui a été passé il y a quelques années en disant vous n'avez pas de personnel administratif, donc vous faites tout le travail administratif, mais vous aurez des décharges que devait payer la ville. Et la ville, depuis 2019, refusait de payer, si vous voulez, le delta qui correspondait à ces décharges. Ouais. Voilà. Donc c'est assez terrible. Qu'est-ce que vous en pensez en fait de ce coup de gueule de fermeture en fait de classe? Parce que alors il y a deux sujets en un. Il y a effectivement moins de monde à Paris. Pour les classes moyennes. La démographie, pour tout le monde. c'est la dénatalité qui est régulièrement mise en avant. C'est la dénatalité, mais il y a autre chose. Non, il n'y a pas que ça. C'est parce qu'en fait, la ville de Paris est très chère. La ville de Paris est très chère. En fait, à Paris, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de gens qui possèdent en fait des appartements à Paris qui n'habitent pas Paris, qui sont en fait à l'étranger. Ça a changé. Ça a changé. Il y a des chiffres qui l'attestent. Mais par exemple, la politique de logement social privilégie de manière systématique les petites surfaces. Donc, non seulement on n'accueille pas les familles moyennes, les classes moyennes, disons-le, mais on n'arrive plus à accueillir les familles. Ouais. Moi, par exemple, l'essentiel des concrets du logement social, l'immense majorité, ce sont des studios et des F2. Et quand vous avez 2 F3, on est content. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que si vous voulez un 50 mètres... la mairie de Paris, il faut mettre des chiffres. Si vous voulez acheter si vous allez à Sarcelles, par exemple, dans le Val d'Oise, ce sont des immeubles où il y a des logements sociaux qui sont à 5 et 6 pièces pour les grandes familles. Donc, les familles ne sont pas obligées d'habiter Paris, d'autant plus que la politique d'Anne Hidalgo n'est pas forcément favorable aux familles. Et puis, allez, 50 mètres carrés dans le 5e arrondissement, grosso modo, c'est 800 000 €, quoi, à peu près. J'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas obligé d'habiter Paris. On n'est pas obligé d'être propriétaire, mais de grâce que ce logement social, que les logements sociaux accueillent des familles, déjà. Et pas forcément à vie, parce que c'est ça aussi la question. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. En fait, Alexis Bachelet, on fait un petit tour de table autour de ça. Non, mais c'est le cocktail un peu très particulier. Paris, c'est atypique. Hein. Vous voyez ça nulle part en France. Il y a un marché de l'immobilier qui est incroyablement cher. Ce qui d'ailleurs a un effet sur le logement social, parce que les bailleurs sociaux, ils achètent aussi le foncier, et comme ils l'achètent cher, ils sont obligés de faire plus de logements, de fragmenter les logements, et ça produit ce type de programmation qui évince effectivement les familles. C'est une logique purement financière liée au marché de l'immobilier, qu'il est difficile de réguler à Paris, hein, on le voit bien, c'est très compliqué, personne n'a de solution. Et en plus, il y a un deuxième facteur, effectivement, c'est la démographie et le coût de la vie aussi, hein, parce qu'on dit le prix de l'immobilier, mais quand vous êtes aussi à Paris, faire vos courses à Paris quand vous êtes une famille avec des enfants, ça coûte plus cher que faire vos courses chez moi à Colombes. Si je compare les choses, nous on est à 5 km de Paris à Colombes, on est dans une dynamique qui est très différente, puisque on gagne des habitants. Beaucoup de Parisiens viennent à Colombes, ils disent à Colombes, on a 1 ou 2 pièces en plus. Donc ça permet d'accueillir un deuxième, un troisième, un quatrième enfant, ce qu'on peut pas faire à Paris. Et le coût de la vie aussi, le coût des équipements, on paye tout moins cher, quoi. Voilà. Et donc on a, mais bien sûr, Florence, le coût de l'immobilier, c'est tout à fait vrai. Le reste, et on construit des écoles. Disons-le, ça dépend où vous faites vos courses. On construit des écoles, nous encore. Oui. On va livrer un groupe scolaire cette année de 20 classes. Mais donc, le départ des familles est un drame. On n'est pas à 150 km de Paris, on est à 5 km. Donc c'est bien qu'il y a un microclimat parisien qui crée des conditions qui ne sont pas favorables aux familles. C'est exactement ce que vous dites. Ça rejoint ce que disaient certains il y a quelques années en disant Paris, en fait, ce sera une réserve pour touristes alors, quoi. Mais non, mais c'est pas tous en même temps. Je trouve que ça traduit quand même d'une réussite qui est le Grand Paris. Paris et ses banlieues. Je veux dire, effectivement, beaucoup de monde quitte Paris. Ça, c'est un fait, mais c'est un fait depuis le Covid, c'est un fait dans les mentalités, c'est un fait dans le fait que des familles veulent avoir plus d'espace. Ça, c'est malheureusement la vie. Et vous allez dans toute l'Europe, ça sera pareil. Hein. Ça sera exactement pareil. Maintenant, c'est aussi, il faut se réjouir du fait de dire que le Grand Paris peut un petit peu fonctionner et que des gens quittent Paris pour rejoindre les banlieues et qu'on a donc réussi une certaine mutation. Moi, je trouve, alors que c'est... pour terminer, et puis on passera à un autre sujet. Moi, je suis très favorable au Grand Paris, mais le Grand Paris, c'est pas une ville contre une autre, une interco contre une interco. Non, là, c'est une ville qui se vide de ses habitants. Donc, c'est très
préoccupant. Une ville qui se vide de ses habitants, ça veut dire que ça devient une espèce de Bruges, de Venise, et c'est pas ce que l'on veut. En tout cas, comme maire, moi, je ne peux pas me satisfaire d'une ville qui se vide de ses habitants. Allez, nous poursuivons dans un instant. Mettez-vous d'accord autour de vos coups de gueule, vos coups de cœur, bien sûr. On voit ça dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Patrick Roger. Avec nos débatteurs ce matin, ça a bien commencé par Florence Berthoud qui a mis le feu, évidemment, autour du logement, maire du 5e arrondissement, Alex Darmon, Noémie Alloua et Alexis Bachelet. On va continuer sur les coups de cœur et coups de gueule. Noémie, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule? Plutôt un coup de gueule. Ouais, plutôt un coup de gueule. Vous aimez bien les coups de gueule? Oui, j'aime bien ça. Des fois, ça dépend des jours, mais surtout aujourd'hui. C'est un sujet, c'est une arlédienne, puisque ça fait déjà longtemps qu'on en parle, plutôt que le président de la République en parle, cette histoire de référendum. Il l'avait évoqué au moment des Gilets jaunes, il l'a encore évoqué au cours de ses vœux du Nouvel An. Il est resté très évasif sur les sujets. Cette fois, ça se confirme. Certains de ses conseillers annoncent donc la tenue de ce référendum en 2025. On ne sait pas quand exactement. Il y aura peut-être plusieurs questions, plusieurs sujets qui vont être mis sur la table. Alors la grande question, c'est les thèmes. Quels vont être les thèmes qui vont être évoqués? Ceux qui sont pour l'instant évoqués, c'est l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, la rémunération du travail, la fin de vie, le financement des retraites. Donc ça, ce serait éventuellement les sujets qui pourraient être évoqués au cours de ce référendum. Rien sur l'immigration. Rien sur l'immigration, et c'est peut-être ça mon coup de gueule, parce que c'est une question cruciale qui est plébiscitée par les Français, et c'est peut-être regrettable de ne pas demander aux Français leur avis sur un sujet aussi sensible, et peut-être même d'ailleurs que c'est une illustration grandeur nature de ce que dénonçait hier J.D. Vance. Vous l'avez énoncé tout à l'heure, vous avez évoqué ce fameux discours à Munich, mais qu'est-ce qu'il a dit au cours de ce discours? Il a dit que les dirigeants européens avaient peur de leur peuple et qu'ils ne les consultaient pas suffisamment. Peut-être qu'avec cet exemple-là, ce point très précis, alors on va revenir sur ce discours, mais juste sur ce que vous dites, effectivement, cette idée d'un référendum, pourquoi pas, mais alors quelles questions poser, quoi? Et effectivement, ce qui vous surprend sur l'immigration. Alexis Bachelet. Non, mais le référendum en France, c'est un peu la tarte à la crème de la vie politique. C'est-à-dire que quand on n'a pas de solution à des problèmes, on se promet aux Français qu'on va faire un référendum, et puis en fait, on le fait jamais. Ouais. Emmanuel Macron, ça fait c'est son deuxième mandat, non? Donc dès son premier mandat, il avait évoqué l'idée de consulter les Français par voie référendaire. Est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait. Et en plus, je vais vous dire, c'est même plus grave que ça. C'est que je pense que le référendum est abîmé comme outil démocratique depuis le vote des Français en 2005. Parce que le vote des Français, oui, mesdames et messieurs, le vote des Français en 2005, il a été contourné par Nicolas Sarkozy en 2007. Qui est passé par le Parlement pour faire passer le traité européen qui avait été rejeté par le vote des Français. Donc les Français, aujourd'hui, ils vous en parlent tout le temps de ça. Ils vous disent, mais finalement, on nous parle de référendum, on nous promet de nous consulter, mais quand on nous consulte, on ne nous respecte même pas dans notre vote. Donc à un moment donné, moi je vais vous dire, soit effectivement, on a une vraie question à trancher démocratiquement, et on promet qu'on suivra le vote des Français, et après, mais il faut trouver la question. Il faut trouver la question. On n'utilise pas le référendum là comme un joujou marketing. Qu'est-ce que vous en pensez pour appâter un petit peu les gens. En un mot, en fait, de l'idée de référendum. Moi déjà, je pense que c'est pas parce que ça n'a pas marché en 2005 qu'il faut plus le refaire. Ah, j'ai pas dit ça. Non mais je pense que les Français le veulent, en ont besoin. D'ailleurs, depuis les Gilets jaunes, depuis ces fameux cahiers doléances dont François Bayrou nous dit qu'il va les ressortir là. Je sais pas si vous avez vu ça, pour récupérer les idées. Donc moi, je suis largement pour un réféendum. Après, sur quel sujet? Non mais sur quel sujet? Mais il y en a plein de sujets qui est central parmi ceux qui sont les préoccupations des Français. Florence Berthoud. La question majeure, c'est celle effectivement du sujet, parce que consulter pour consulter, De Gaulle, quand il consulte, d'ailleurs il perd, on a tous ça en tête, il perd le référendum il part en 69 sur la régionalisation, c'est un vrai référendum, et il en tire les conséquences. Et la réforme du Sénat. Et la réforme du Sénat, mais les deux étaient liés. Bon. Donc, c'est un vrai référendum. Donc, il faut faire attention au référendum, je dis juste au référendum un peu gadget.
et aux référendums qui vont être des référendums où on va mesurer la popularité. Parce qu'il n'y a rien de pire ça que ça. pourrait se transformer en ça, quoi. Oui, enfin, avec tous les effets négatifs. Finalement, donc, tout dépend de la question. Vous savez, la maire de Paris a voulu organiser des référendums. Il y en a eu 2. Il y en a eu un sur les trottinettes et il y en a eu un autre sur les 10% de SUV. votants. Bon. Pardon ? 10% de votants à chaque fois oui, mais sur les trottinettes. pourquoi 10% de votants ? Parce que les Parisiennes et les Parisiens ont eu le sentiment qu'on les instrumentalisait sur un truc où tout le monde était à peu près d'accord, il fallait agir. Bon, c'était prétexte à ne pas agir. Moi, depuis le début, j'ai dit cette affaire de trottinette. Mais c'est pas que pour ça. Il faut réguler. Et moi, comme maire, j'ai voulu organiser en même temps un référendum local sur une vraie question locale, voilà, qui a été la mise en aire piétonne de tout le secteur Mouffetard. Et je peux vous dire que les gens y sont venus parce qu'ils avaient l'impression que leur voix allait compter. Quoi finalement ? Comment ? C'est fait la piétonisation ? Oui, ben on est en plein dedans. Bon, mais c'est vrai que comme bien sûr. on va pas faire évidemment toute l'émission autour de ça, mais bien sûr. Alex Darmon, mais c'est surtout encore faut-il que ce soit à Paris, suivi. personne ne savait qu'il y avait un référendum, très honnêtement. Bon, si, quelques-uns. 10% de votants, excusez-moi, 10% de votants, je veux bien qu'on dise que les Parisiens, mais allez voir les Parisiens dans la rue, demandez-leur s'ils savaient qu'il y avait un référendum sur les trottinettes. Mais vous voulez pas. Enfin, bon, ok. Je vous dis pas, il y a peut-être qu'ils savaient pas, mais en fait, il n'y avait aucune publicité, il n'y avait aucune pédagogie qui avait été faite autour de ça. Mais moi, franchement, j'ai pas le sentiment. Et juste sur la thématique du référendum, on va pas se mentir, il y a beaucoup de Français qui veulent l'immigration comme sujet de référendum. Le problème, c'est quand même plus important que l'interdiction des réseaux sociaux à 15 ans. Il y a un moment, il y a des préoccupations. Non, mais c'est intéressant aussi. Oui, bien sûr, mais parmi les préoccupations principales des Français, vous avez l'immigration et le pouvoir d'achat. Ce sont les deux sujets qui reviennent toujours. Qu'est-ce qu'on pose comme question ? Parce que constitutionnellement, sur l'immigration, on n'a pas le droit de faire de référendum. À moins de cibler. À moins de cibler sur l'aide médicale d'État ou ces choses-là. Exactement. À moins de citer sur les aspects sociaux, comme le ministre de l'Intérieur d'ailleurs lui-même l'a dit, vous avez tout à fait raison, fermer les portes migratoires d'une manière un peu caricaturale, non. Poser une question, comme vous le disiez très justement, une question ciblée dans la dimension sociale, c'est tout à fait, possible. En tout cas, il faut poser des questions sur lesquelles ils ont l'impression que leur avis va compter. Il faut que le sujet permette aussi une réponse par oui ou par non. Exactement. Parce que le référendum, c'est oui ou non. Sur la fin de vie, ça sera donc un les très, gens très qui mauvais crient au sujet référendum matin, midi et soir pour tout le temps, c'est du populisme. Parce qu'en vrai, on sait très bien que c'est des sujets complexes qui ne permettent pas une réponse par oui ou non. Ça peut être oui mais, non mais. Et la fin de vie, c'est l'exemple type de cette question qui nécessite, c'est pas par oui ou par non. Bah oui, et l'un des derniers exemples de référendum, oui, mais je suis d'accord. Il y a des sujets complexes, l'un des derniers dimensions éthiques, techniques. Alexis, l'un des derniers exemples de référendum local qui avait été, où il y avait eu quand même beaucoup de votants, c'était en Loire-Atlantique, sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, où finalement les gens voulaient de l'aéroport et on n'a pas suivi. Bon, donc voilà. Allez, ça nous amène toujours à vos coups de cœur. Alexis, gardez la main justement. Votre coup de cœur, vous, c'est un coup de cœur autour de la guerre des chefs à droite. C'est un petit coup de cœur ironique. Oui, je vois bien. Parce que au sens où ça va créer un peu d'animation. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une guerre des chefs à droite. Et donc là, j'ai l'impression qu'on a l'habitude de celle à gauche. Non, mais ça faisait quand même, il y en a toujours eu, mais bon, la dernière grande bataille pour le contrôle de l'UMP à l'époque, c'était Copé-Fillon. On s'en souvient, ça avait quand même fait un feuilleton assez rocambolesque. Alors là, évidemment, le parti a rétréci, il y a moins d'enjeux, etc., parce que LR n'est plus... Donc oui, quand vous dites à droite, c'est uniquement chez les LR. Non, mais en fait, c'est ça. Je vais vous dire. Moi, j'ai suivi les déclarations. Bruno Retailleau, je crois, s'est déclaré la semaine dernière pour devenir président de LR. C'était pas forcément ce qui était prévu. Et Laurent Wauquiez, que j'ai vu là dans les médias, a dit non, c'était pas prévu parce que j'ai déjeuné avec lui il y a une semaine et il m'a dit les yeux dans les yeux qu'il n'était pas candidat. Donc, sous-entendu, il a menti, etc., etc. Et voilà, donc moi je dis, je pense qu'on va avoir droit effectivement à une guerre des chefs et pour tout vous dire,
puisque je vais même donner. Je suis pas militant LR, je l'ai jamais été. Mais j'avoue que si j'étais chez LR, je pense qu'effectivement aujourd'hui Bruno Retailleau est plus crédible que Laurent Wauquiez. Ah ouais, c'est ce que vous pensez, tiens, autour de la table. Il peut dire merci. D'un mot, il peut dire merci Macron, puisque c'est grâce au président de la République qu'il a pu avoir la lumière sur lui ces dernières semaines et dépasser Laurent Wauquiez. En tout cas, il est plus populaire, les sondages le montrent. Florence Berthoud. Moi, je ne me prononcerai pas sur le sujet. Mais attendez, je vais vous dire, parce que la question n'est pas de savoir. Non, mais ne tournez pas autour du pot. Je ne vais pas tourner. Je ne suis pas adhérente LR, comme vous le savez, puisque je suis secrétaire national de Horizon. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il y a, en tout cas quand il y a deux candidats, il y a une espèce d'élan de démocratie interne. Et je note, j'ai lu dans la presse qu'il y avait eu en quelques jours plus 15 000 adhérents, parce que les adhérents se disent, et les sympathisants et militants se disent, notre avis va enfin vraiment compter. Et il faut juste se méfier des candidats qui ont déjà gagné ou qui ont déjà perdu. C'est la seule leçon qu'on peut retenir en politique. Mais alors, plus crédible quand même, Bruno Retailleau depuis quelque temps ou pas, que Laurent Wauquiez, Florence Berthoud? Moi, je ne vais pas répondre à cette question-là. Si, je vous pose la question. N'est pas. Pardonnez-moi. La question. Mais c'est. Non, mais je ne veux pas d'autres réponses. Vous ne répondez pas. Excusez-moi. Non, c'est pas ça. Vous posez la question, pardonnez-moi, mais je trouve que la question n'est pas bien posée, si je peux me permettre, parce que vous dites, est-ce qu'elle est plus crédible? La question, c'est est-ce qu'à l'intérieur, est-ce que pour les militants et les sympathisants, il représente un projet, une incarnation? C'est pas à moi de répondre ça. C'est aux sympathisants, objectivement. Bon, mais vous, de l'extérieur, vous pouviez répondre, mais vous n'avez pas envie de répondre. Non, parce que c'est pas mon sujet, c'est un sujet pour les militants. C'est un sujet quand même. En tout cas, il est plus légitime aujourd'hui. C'est vrai qu'il a une image plus nationale. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que LR joue quand même les premiers rôles depuis plusieurs mois. Dans l'opinion publique, ils ont un premier ministre. Aux élections, dans les résultats, mais donc ça veut dire quand même que on a quand même choisi son camp, je trouve, du côté de l'exécutif. Voilà, d'une certaine manière. Gardez la main juste pour votre coup de gueule, Alex, avant la pub. Oui, maintenant. Ok. Oui, maintenant. Oui, très bien. Non, moi c'était un coup de gueule contre ce qu'on a vu ces derniers jours se passer sur les réseaux sociaux de la part de députés de la France Insoumise avec le prisonnier Georges Ibrahim Abdallah. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Ils ont été le soutenir, ils ont demandé sa libération immédiate. Moi, j'ai envie de dire, à la limite, j'ai pas envie de me prononcer sur le fond judiciaire, parce qu'apparemment une décision a été rendue en 2024 et qui doit être libérée. Là, il va y avoir encore une autre décision judiciaire qui doit arriver. C'est plus sur les propos d'Éric Coquerel, sur son tweet qu'il a publié en demandant sa libération immédiate pour pouvoir continuer la lutte. Je trouve que le mot de lutte est hyper déplacé. De quelle lutte il parle quand il emploie ce terme-là? On parle quand même de Georges Ibrahim Abdallah, qui est, je suis désolé de le dire, qui appartient au FARC, qui est une force de libération libanaise notamment, qui a eu des actes terroristes dans les années 80 sur le sol français, qui a tué des Français, des ambassadeurs américains, des ambassadeurs israéliens sur le sol français, je le répète. Et donc par conséquent, je vois pas de quelle lutte il parle. Et moi, j'aimerais bien qu'il puisse nous expliquer et aller plus loin dans ces propos-là. Oui, on peut regretter que la France Insoumise ne se mobilise pas davantage plutôt pour Boualem Sansal, qui est maintenant dans les geôles algériennes depuis plus de 3 mois, que pour Ibrahim Abdallah, qui a été condamné déjà. Tellement raison là-dessus. Merci. Allez, on poursuit dans un instant. Mettez-vous d'accord. Et des autres sujets, il y en a beaucoup d'autres évidemment, comme la légalisation du cannabis, la laïcité, ou encore le discours cash du vice-président américain. On voit ça dans un instant avec vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Patrick Roger. Mettez-vous d'accord, et évidemment c'est jusqu'à midi, avant de retrouver tout à l'heure André Berkoff. Ce matin avec Florence Berthoud, Alex Armand, Noémie Alioua et Alexis Bachelet, avec beaucoup de sujets sur la table. On va voir la légalisation du cannabis, si ça... Enfin c'est un rapport pour l'instant, qui suit d'ailleurs une proposition d'il y a 1 an et demi. La laïcité, on va voir ça. Bayrou, et je le disais, Betaram, donc il est allé rencontrer là, en fait, des victimes, des familles. On avait d'ailleurs un témoignage assez édifiant ce matin sur Sud Radio à 7h10 d'une ancienne victime qui a aujourd'hui une 50aine d'années, qui a raconté ce qu'il a vécu et c'était assez dur. Et lui, ce qu'il dit, on va peut-être commencer sur ce sujet. Ce qu'il dit, c'est que quand on a été victime, on a du mal à entendre l'argument de il y a prescription.
Il y a prescription. Quand on a vécu ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que lui, il a été tapé, mis dehors parce qu'il voulait aller chercher du papier toilette. Il n'avait pas le droit, donc il a dormi dehors. Enfin voilà, c'était des conditions. Il ne parle pas de harcèlement en fait sexuel et d'agression sexuelle. Il parle de violence. De violence. Que pensez-vous? Est-ce que Bayrou peut être inquiété dans cette histoire, Florence Berthoud? D'abord, il y a deux sujets. Il y a la réalité des faits. Vous y faisiez allusion à l'instant. La réalité des faits, c'est vrai que quand on a été victime de violences physiques, mais aussi et surtout, c'est pas pour hiérarchiser, mais de violences sexuelles, on ne comprend pas cette question de la prescription. C'est d'ailleurs pour cela que le Premier ministre, quand il s'est déplacé, a écouté une des demandes majeures du président de l'association qui représente les victimes sur le fait qu'il fallait que les victimes dont les victimes qui avaient été fait l'objet de violences prescrites, elles soient accompagnées. Bon, et pour elles, c'était tout à fait essentiel. Et puis il y a le deuxième sujet qui est est-ce que le Premier ministre de l'Éducation nationale, a été au courant? C'est un sujet. À l'époque où il était ministre de l'Éducation nationale. C'est compliqué parce que, par exemple, il a diligenté à une enquête. Vous parlez des violences physiques, mais il a diligenté un rapport de l'inspection générale qui a conclu au fait que non, il n'y avait pas de violence. Donc on regarde avec nos yeux d'aujourd'hui des faits dont on a connaissance qui nous paraissent absolument mais monstrueux. Mais c'est le regard ex post. Moi, ce qu'ont vécu ces victimes, c'est absolument effroyable. Effroyable. Il faut évidemment que toute la pédocriminalité qui n'est pas prescrite déjà, elle soit condamnée. Et puis le reste, il faut que ce qui est prescrit, il faut absolument que les victimes puissent être accompagnées. Parce que vous disiez que vous aviez reçu ce matin, je n'ai pas écouté une des victimes, mais je vois très bien quelle est la victime d'une cinquantaine d'années. On a du mal à s'en remettre. Et en plus, tout ça a été commis sur des ados au moment où ils construisent leur personnalité et qui voient ce monde d'adultes qui finalement est un monde violent et les empêche de se construire. Donc c'est terrible. Ils l'idéalisent en quelque sorte, et là, pour certains, et puis après, une réaction. Ça doit être le lieu refuge et l'école n'est plus le lieu refuge, c'est ça. Mais sur un plan politique, je pense qu'on est tous effectivement d'accord avec ce que vous venez de dire, bien sûr. Après, c'est sur un plan politique, parce que cette affaire, c'est pas anodin. Vous avez bien vu que c'est LFI. Mais c'est ça, mais je pense que franchement, le président a dit lui-même que c'était une rencontre historique. Le président de l'association des victimes dit c'est une rencontre historique parce que, etc. La réalité, c'est que LFI n'a pas réussi à renverser le gouvernement. Je pense que finalement, ils instrumentalisent. Ils instrumentalisent et je crois que finalement, je me demande si le sort des victimes leur importe beaucoup parce que le président lui-même de cette association a dit au moins on a obtenu des avancées significatives. Donc c'est politique en fait, Noémie. Je crois qu'en tout cas, il y a une question de calendrier qui me semble évidente. Pourquoi Mediapart sort ces informations maintenant? Et là, effectivement, on peut se douter qu'il y a aussi un calendrier politique derrière tout ça. L'idée, c'est de faire tomber le gouvernement Bayrou. On sait que la gauche et l'extrême gauche ensemble le veulent absolument et ça peut être un des éléments qui pourrait les aider. Exactement comme, souvenez-vous, avec le canard enchaîné qui avait sorti les affaires sur Fillon au moment de la présidentielle. Ce n'est pas anodin que ces affaires sortent maintenant. Oui, c'est pas anodin. Après, c'est quand même une affaire très grave. Et le problème du Premier ministre, François Bayrou, aujourd'hui, moi, je veux pas me prononcer, savoir s'il doit partir, quitter le gouvernement et tout, mais la réalité, c'est qu'il est partie prenante. Il a eu des enfants scolarisés dans cet établissement, il a été élu pendant des années, il était maire de Pau. En plus, ce qu'on entend depuis quelques jours, et si ça s'avère vrai, c'est que tout le monde savait, mais personne ne disait rien. Je comprends qu'on puisse se poser la question de savoir s'il savait et s'il n'a pas réagi et comment. Je dis pas maintenant qu'il savait et qu'il a rien fait. Je n'en sais rien. Je dis, c'est juste légitime qu'on se pose la question et qu'on puisse se demander est-ce que François Bayrou était au courant? Est-ce qu'autour de lui, le conseil municipal, les gens, la justice savaient et n'a rien fait pendant des années? Et si tel est le cas, oui, là, effectivement, il faudra qu'on se pose la question. Maintenant qu'il y a un calendrier politique, c'est certain. Je veux dire, on a l'habitude avec certains médias qui sortent les affaires quand ça les arrange. C'est terrible. Enfin, regardez l'affaire de l'abbé Pierre. C'est comme si on disait, oui, il y avait des personnes qui étaient au courant. Maintenant, on le sait. Ces affaires sont
terrible. Et encore une fois, il faut faire attention à ne pas regarder ex post des faits au regard de toutes les informations que nous connaissons aujourd'hui et qu'on ne connaissait peut-être, je ne sais pas, mais que de manière très parcellaire. Oui. Alexis Bachelet, pas de commentaire particulier. Je pense que tout a été juste ça. Tout a été dit, notamment par Alex Darmon. Il n'y aura jamais de prescription pour les victimes. Ça, c'est le volet judiciaire. Après, je pense qu'effectivement, il y a eu longtemps un problème dans notre pays sur comment on accueille la parole des victimes de toute forme de violence, et notamment celle-ci. Ouais. Et heureusement qu'il y a des associations qui aujourd'hui... d'abord, c'est souvent les associations qui ont recueilli la parole des victimes avant les institutions. Maintenant, il faut que les institutions évoluent. Elles ont évolué. La loi évolue. J'espère qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé à l'époque ne pourrait plus se produire. J'en suis pas sûr. Mais bon, il y a quand même un changement d'époque. Et en tout cas, il faut continuer à aller dans ce sens-là. Et laisser les polémiques politiciennes, c'est pas le sujet, quoi. Oui. Je pense que je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi un autre combat que conduit LFI, c'est que il ne cesse de donner des coups de butoir à l'enseignement privé sous contrat. Je ne parle pas du hors contrat. L'enseignement privé sur contrat, et c'est une. Ça fait partie de cette stratégie. Et ça fait partie aussi de la stratégie. Ils ont. Pour eux, l'enseignement privé qui répond à une attente aussi des parents. Bon, toute tendance confondue. C'est un autre sujet. Mais il est pendant. C'est sous-jacent. Il est aussi sous-jacent. C'est vrai. Tiens, alors, puisque vous avez parlé de LFI, il y a un député LFI, Antoine Léaumont pour ne pas le citer, et un autre, Ludovic Mendes, qui propose une légalisation. C'est pas LFI, non, il n'est pas LFI. Il est macroniste, qui propose une légalisation. Renaissance, il propose une légalisation du cannabis et un peu dépénalisé, mais évidemment après c'est au compte-goutte, si je puis dire, enfin, au gramme-goutte, au gramme, la détention de moins de 3 grammes de cocaïne. Sur ce sujet, Noémie. Oui, écoutez, c'est une forme de capitulation, je peux le dire, même une forme de soumission. Ah bon ? Oui, d'ailleurs, c'est des propos qu'on entend depuis déjà très longtemps, qui ont été réitérés il y a pas si longtemps par le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui considère aussi qu'il faudrait légaliser le cannabis. C'est une forme de capitulation, parce que souvent l'argument sous-jacent, c'est cette idée au fond qu'il est trop difficile de lutter contre les narcotrafics, qu'il est même impossible de lutter contre le développement de la criminalité qui est sous-jacent, et donc à ce titre il vaut mieux légaliser pour pouvoir mieux contrôler. Mais c'est une forme de soumission et de capitulation. C'est quand même cette idée qu'on n'a pas la force suffisante pour pouvoir affronter ces gangs. Ça, c'est pour le volet politique. Maintenant, sur le fond, est-ce qu'il faut légaliser ou non ? Je pense qu'il ne faut pas légaliser. On sait que le cannabis provoque des effets néfastes sur l'organisme, sur le QI, sur les capacités cognitives, sur la concentration, sur la mémoire et sur les poumons aussi. Tout ça, c'est avéré par la science, le fait que le cannabis est destructeur pour l'être humain, pour le corps humain. Donc le légaliser, ce serait aussi... Alors certains vous diront, oui, mais si certains veulent s'empoisonner, qu'ils s'empoisonnent. Quoi. Oui, mais enfin, je caricature. Mais ces arguments-là font interdire l'alcool. Non. Il y a quand même des dizaines de milliers de morts à cause de l'alcool. Mais l'alcool est problématique. Également des maladies graves. On ne peut pas vous concentrer avec de l'alcool. Vous voyez bien qu'il y a des campagnes sanitaires qui luttent contre. Tous en même temps. Alexis Bachelet, ensuite Florence Berthoud et après Noémie. Non, mais le problème de la position prohibition, le problème de la prohibition, c'est ça en France. La loi, c'est la prohibition sur le cannabis. Je ne parle pas d'autres drogues, mais je parle des drogues dites douces, qui sont quand même... si on appelle ça des drogues douces, c'est bien que c'est distingué de l'héroïne, la cocaïne, d'autres drogues. Là, ça parle aussi de la cocaïne, la PPL. Si on va au rayon des drogues douces, il y a des addictions liées au tabac, il y a des addictions liées à l'alcool, et la consommation en quantité de tabac et d'alcool produit des effets qui sont exactement ceux qui sont décrits par Noémie pour le cannabis. Sauf que, bizarrement, vous pouvez aller acheter librement des cigarettes. Vous pouvez même maintenant les acheter dans la rue, puisqu'il y a une contrebande qui est en train d'exploser. Et en ce qui concerne l'alcool, c'est également en vente libre. Il n'y a même pas on vous demande même pas votre pièce d'identité comme aux États-Unis, etc. Sauf après 22 heures dans certains endroits. Donc on est d'accord. Donc on a en fait effectivement cette philosophie française de considérer qu'il y a des drogues qui sont bien en vente libre, et puis d'autres qu'il faut absolument combattre avec toutes les armes. Donc si je vous suis, vous êtes pour la légalisation, là ?
moi, je défends effectivement une vente régulée, un contrôle de la vente du cannabis qui générerait des recettes fiscales et permettrait de mener une politique sanitaire, notamment de prévention. Je trouve que, d'ailleurs, le discours du tout répressif ne fonctionne pas. Il n'y a jamais eu autant de consommateurs de cannabis dans notre pays et jamais autant de points de deal. Et vous aurez beau, je l'ai déjà dit sur tous les plateaux, ici et ailleurs, vous aurez beau mettre des policiers partout dans les rues, tant qu'il y aura 4 ou 5 millions de consommateurs réguliers, on est sur ces chiffres-là, il faut regarder la vérité en face, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas être hypocrite sur ce sujet-là. Il y a du deal de cannabis parce qu'il y a des gens qui en achètent. Vous en connaissez sûrement, ou ils ne le disent pas forcément, mais ça veut dire 4-5 millions de personnes qui consomment régulièrement du cannabis. Donc vous pensez vraiment que cette posture ultra répressif qui consiste à dire ne regardons pas le problème tel qu'il est, mais imaginons qu'on va mettre des policiers partout, mettre en prison les consommateurs, les vendeurs, etc. On va régler le problème. Ça ne marche pas. Bon, il y a Florence d'autres pays Berthoud, où on a essayé d'autres pistes. Et Noémie, vous allez réagir dans un instant. Mettez-vous d'accord, évidemment, pour ou contre. Hein. Après, l'argumentaire, ça s'écoute, ça s'entend d'Alexis Bachelay, comme celui de Noémie. Mais allez, on voit ça dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Patrick Roger. Mettez-vous d'accord et vous n'êtes pas d'accord, ça s'est entendu. Noémie Luard et à l'instant Alexis Bachelay sur légalisation ou pas du cannabis. Florence Berthoud, Alex Darmon. Je rappelais hors antenne que ce que tu disais très bien, c'est-à-dire il y a 45%, Alexis Bachelay, ce que disait Alexis, il y a 45% des Français qui ont fumé ou qui fument du cannabis. Et on est un des pays en Europe qui est le plus répressif. Bon, est-ce que si on était moins répressif, parce que c'est ça au-delà de l'aspect moral, c'est est-ce que si on est encore plus ou encore moins répressif, ça va produire des résultats en termes de santé publique et de trafic associés au cannabis, parce que c'est ça qui est important. Alors il y a la libéralisation et la dépénalisation. Nous, on est entre les deux. C'est pas la même chose. Il faut bien comprendre. Alors, expliquez-nous la nuance. Alors, libéraliser, c'est vous fumer. Voilà, vous avez le droit. C'est, je crois, à Malte, de mémoire, en Allemagne, on a libéralisé. En Allemagne, au Pays-Bas, dépénaliser, en Espagne. À New York. Oui, enfin, je parlais de l'Europe. Ouais. New York n'est pas encore dans l'Europe. Quoique, c'est l'Europe qui sera ça nous amène à l'Ukraine. Et puis, vous avez une dizaine quand même de pays qui ont dépénalisé. Donc, vous payez une amende. La France, on est entre les deux. Ça ne vous a pas échappé. Et on est entre les deux. On va payer une amende de 200 €. Une des raisons en étant que, honnêtement, ça a engorgé les tribunaux. Et de toute façon, ceux qui avaient été pris la main, si j'ose dire, dans le panier dans le sac de cannabis, de toute façon, ils n'étaient pas punis. Bon. Et la question qui est posée dans la PPL à laquelle vous avez fait allusion, c'est est-ce que aussi on aurait une forme de dépénalisation de la cocaïne en dessous de, c'est quoi, 3 grammes. 3 grammes. Bon, en dessous de 3 grammes. La raison, d'ailleurs, c'est pour désengorger, de vous. Une des raisons, c'est pour désengorger. Bon. En tout cas, moi, je pense que c'est un mauvais signal, objectivement, c'est un très mauvais signal qui est envoyé en termes de santé publique. Voilà. Donc, je trouve que c'est un très mauvais signal. Ouais. Voilà. Alex Darmon. On est entre les deux, aujourd'hui, en France. Moi, j'avoue que je suis assez surpris de qu'on puisse même se dire que ça peut être une bonne idée d'un côté ou de l'autre. Désolé Alexis, parce que je peux pas faire l'affront, pas d'affront, mais je vais pas faire la demande. Est-ce que vous avez déjà fumé un joint sur ce plateau aux uns et aux autres? Mais vous savez que ça détruit des familles. Oui. Ça détruit des familles, le cannabis. Alors, je parle même pas de la cocaïne. Ça détruit. Et l'alcool aussi, sans doute. Toutes ces drogues, bien sûr, tout le monde a dans son entourage des gens qui sont victimes. Voilà, et puis d'autre part, de ça. Mais est-ce qu'on ajoute ça? C'est ce que vous dites, quoi. Non, mais et puis depuis plusieurs semaines, on entend, et les Français ont l'air d'accord avec ça, qu'il faut se battre contre le narcotrafic. Et dans le même temps, vous avez des gens qui nous proposent de légaliser le cannabis et de légaliser les personnes qui sont en détention. Ça affaiblit les narcotrafiquants. Non, ça n'affaiblit pas. Ça crée une nouvelle économie. Et de dépénaliser la cocaïne. Et ça n'affaiblit. Oui, mais c'est dans la même PPL. Non, mais je parle pas de la PPL. Mais c'est dans la même PPL. Je donne ma position sur le cannabis. J'entends. Mais par contre, pas évoquer l'autre sujet. Mais par conséquent, pour moi, c'est complètement antithétique de vouloir depuis plusieurs semaines lutter contre le narcotrafic et qu'une PPL arrive après au Parlement
nous disant potentiellement ça pourrait être intéressant de légaliser le cannabis. Non, mais moi je vous le dis franchement, je te dis franchement, Alexis, moi je trouve ça complètement lunaire, complètement surréaliste. Et on pourrait cultiver du cannabis chez soi. On nous vend le démantèlement des trafics de drogue en France. Ça fait 20 ans. Alexis, avant. Ça date de Sarkozy. Non mais d'accord, mais dans ces cas, on en est où? Il n'y a jamais eu autant de points de deal. Je suis d'accord avec toi. Justement, je suis d'accord avec toi. Vous mentez aux gens, c'est ça le problème. Moi je fais rien parce que je suis pas politique. Les gens qui disent il faut continuer plus dans la répression, on va mettre plus de policiers, on va plus de magistrats, comme si on n'avait pas d'autres problèmes à régler. Moi c'est pas ce que j'ai dit. Sur la lutte antiterrorisme, sur d'autres criminalités, non, on met le paquet là-dessus. François Molins s'expliquait que les narcotrafics c'était un problème au moins aussi important que le terrorisme. Non, François Molins, l'ancien procureur de Paris, donnait une interview au Figaro la semaine dernière. Il expliquait que le problème du narcotrafic était aujourd'hui un problème quasiment aussi important que celui du terrorisme. Parce que le narcotrafic engendre de la criminalité, qu'il engendre évidemment de la violence et en plus des problèmes qu'on vient d'évoquer, des problèmes de santé publique chez ceux qui consomment. Vous avez des officiers de police et des magistrats, mais des hommes politiques qui disent. Ils sont pas forcément écoutés, on les invite pas, mais ils s'expriment, j'en connais, qui disent il faut sortir de cette logique de prohibition, ça nous prend un temps incroyable, c'est une dépense d'argent énorme pour la police, de temps pour les magistrats, etc. On pourrait faire autre chose si on avait une autre réglementation. C'est la raison pour laquelle en 2021, je le rappelle... Continuons comme avant, moi j'ai pas de problème, de toute façon je suis pas naïf, je connais le pays, c'est plus facile d'interdire que d'encadrer et de réguler. Donc on continue à interdire. Mais vous verrez... je ne sais pas si c'est plus facile d'interdire on peut se rencontrer tous les ans à la même année pour faire le bilan. On aura réglé aucun sujet lié aux narcotrafiquants dans le cadre actuel. C'est la raison pour laquelle il y a eu cette loi de 2021, qui est une amende forfaitaire qui, en tout cas, désengorge de manière importante mais ne règle rien. Mais ne règle pas la question. Est-ce que, Alexis, qu'est-ce que vous répondez à l'argument qui a été développé tout à l'heure par Noémie, et Florence a évoqué aussi autour de la santé, ainsi qu'Alex, de dire, bah oui, mais c'est un signe que vous montrez en fait aux jeunes, par exemple, si vous légalisez ça, ça veut dire que finalement ce n'est pas si dangereux que ça. Alors que l'on sait qu'il y a des ravages qui sont terribles pour les jeunes qui commencent à fumer en fait du cannabis assez tôt. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a sur les paquets de cigarettes? Fumer nuit gravement à la santé. On a des photos de tumeurs cancéreuses. À chaque fois que quelqu'un achète un paquet de cigarettes, on lui donne le droit de le faire, mais quand il a son paquet de cigarettes dans la main, il voit que ça a des conséquences. L'alcool, c'est pareil. À chaque fois qu'il y a quelqu'un prononce à la télévision le nom d'une marque d'alcool, il dit boire de l'alcool nuit à la santé. Il faut faire ça. Il faut dire aux gens, ce que vous faites, c'est dangereux pour votre santé. Voilà les conséquences, mais sans leur interdire strictement l'accès à un produit qu'ils consomment de toute façon massivement, on parle de 4 à 5 millions de personnes, et qui en plus est distribué de manière illégale et nourrit la criminalité. Parce que ce que vous dites pas aussi, c'est qu'en interdisant strictement la vente de cannabis, en ne l'encadrant pas, vous livrez ce trafic à des milliers de délinquants, et après ça génère d'autres délinquances. Et aujourd'hui, quand on dit on veut lutter contre le narcotrafic, ça serait un moyen de priver de recettes, une grande partie de narcotrafiquants. Donc ne le faisons pas, continuons à laisser prospérer les choses. On voit bien que le trafic se développe, ça gangrène des villes, des quartiers, etc. C'est pas souhaitable de laisser le statu quo. Et personne ne peut aujourd'hui affirmer qu'avec un énième coup de menton de l'État régalien, le problème va être réglé. C'est faux. Ça fait 20 ans qu'on nous vend ça. Alex et ensuite Florence. Pardon, mais c'est même pas un énième coup de menton. Moi, je ne demande pas ce qu'ils interdisent encore plus ou qui. Mais non, je dis pas ça. Je sais pas ce que je suis en train de te dire. On me parle de la PPL. Sur cette PPL-là, en disant il faut légaliser le cannabis, il faut pouvoir faire en sorte que ceux qui sont en détention de moins de 3 grammes de cocaïne puissent être, entre guillemets, je mets bien des guillemets, puissent être laissés tranquilles et être dans la légalité. Moi, je suis contre. Je suis contre parce que c'est une politique de santé publique. C'est une politique de santé publique. À partir du moment où on dit ok, vous pouvez y aller, c'est légalisé et tout, mais tu ouvres un nouveau marché, et en vrai, tu fais rentrer comme sur le tabac, comme on se bat depuis des années justement pour que les gens fument de moins en moins. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais parce qu'on a pris du retard énorme, parce que c'était pas les mêmes époques. Comme on combat aussi l'alcool, pareil, pour dire qu'il faut que les gens consomment moins d'alcool. Là, on est en train de se dire, on va combattre la consommation de cannabis en le laissant d'abord rentrer sur le marché, et après en revenant en arrière en disant il faut moins fumer. Mais ça n'a pas marché depuis des années. On dit aux jeunes, enfin moi je me rappelle de mes années lycée, on disait aux jeunes qu'il fallait pas fumer. On s'en foutait complètement. Moi je ne dis pas il faut encore plus interdire. Je dis qu'on a un équilibre
qui est insatisfaisant, mais ouvrir les vannes, ça serait encore plus insatisfaisant. Parce que expliquer que ça nourrit tout un trafic d'armes, de financement, c'est vrai, mais c'est vrai aussi sur plein d'autres drogues. C'est pas plus vrai sur le cannabis, pardon, que sur la coke ou d'autres drogues qui envahissent aujourd'hui le marché, puisque le propre des trafiquants, c'est que dès qu'il y a un interdit, dès qu'il y a plus de contrôle, ils se réorganisent pour que d'autres drogues arrivent sur le marché. C'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Allez, nous poursuivons et on va terminer en fanfare avec les leçons aux Européens du vice-président américain à Munich ce week-end. Un discours cash sur l'immigration et la démocratie. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Patrick Roger. Mettez-vous d'accord avec nos débatteurs Alexis Bachelet, Noémie Alioua, Alex Darmon et Florence Berthoud. Il nous reste encore un petit quart d'heure avant de retrouver André Berkoff. Je le disais tout à l'heure, les leçons aux Européens de J.D. Vance, le vice-président américain à Munich, samedi, un discours... on dit cash ou pas cash, mais en tout cas sur l'immigration et derrière la démocratie, entre guillemets, liberté d'expression ou pas. Comment vous l'avez ressenti en fait ce discours, Noémie ? Ah là là, je suis très très partagée parce oui, très partagée parce qu'en fait, il pose des constats qui sont justes. En l'occurrence, le fait, on a évoqué tout à l'heure le fait que le président de la République refusait un référendum sur l'immigration. Ça veut dire qu'il y a effectivement une volonté de la part d'une partie du pouvoir public et du sommet de l'État de refuser d'entendre certaines des préoccupations des Français. Mais ça vient de la part d'un homme qui fait partie d'un gouvernement qui objectivement, à l'heure qu'il est en train de combattre l'Europe. Donc aujourd'hui, on doit voir les États-Unis, on doit voir le président de la République. Sous-entend, il ne combat pas l'Europe. Il ne le dit pas, mais je veux, grosso modo, vous êtes à la... Je caricature, mais je traduis sa pensée. Vous êtes à la dérive, donc on vous aide. Mais dans les faits, vous avez un gouvernement américain aujourd'hui qui est en train d'écarter les Européens des négociations sur l'Ukraine, qui est en train de retirer son parapluie américain, qui a annoncé qu'il allait aussi baisser les budgets de l'OTAN. Donc on a effectivement un allié américain qui devient de moins en moins un allié à l'heure qu'il est. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ce sommet a été organisé à Paris par le président de la République. Donc c'est un discours, je pense, qui doit être entendu sur le fond, mais du fait qu'il vienne de la part d'un représentant d'un gouvernement qui, je pense, demain va sans doute devenir notre adversaire, ou en tout cas, peut-être pas notre ennemi, mais en tout cas notre adversaire, il faut le prendre malgré tout avec des pincettes. Des craintes, quoi. Ouais. Alexis Bachelet, Florence Berthoud et Alex Darmon ensuite. Alexis. Non, je pense qu'il faut prendre très au sérieux tout ce qui vient des États-Unis. Aujourd'hui, J.D. Vance, il est sur un soutien à des partis comme l'AfD. Je rappelle, c'est quand même un parti néo-nazi en Allemagne. Il a appelé aussi à soutenir les partis d'extrême droite dans d'autres pays. Donc je pense que ça correspond à une espèce d'ambition américaine de déployer à travers le monde des soutiens à des forces politiques qu'ils estiment plus favorables à l'intérêt des États-Unis. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intérêt des États-Unis aujourd'hui, c'est que l'Europe soit démantelée. C'est que l'Europe n'existe pas entre les blocs continentaux chinois d'un côté, américains de l'autre, la Russie et ses volontés expansionnistes sur l'Ukraine. L'Europe, finalement, par son modèle économique, qui est relativement puissant, on est à l'échelle du monde, on est juste derrière les Américains. Et puis, aujourd'hui, je crois que les Européens sont au pied du mur. C'est-à-dire que, soit effectivement, on construit une réponse politique à ces espèces de provocations d'un vice-président américain qui vient nous narguer, qui vient faire de l'ingérence démocratique, nous donner des leçons de démocratie quand on sait quand même ce qui s'est passé aux États-Unis le 6 janvier 2020, c'est un comble. Mais on voit bien que ces gens-là, ils ont plus d'atomes crochus avec Poutine, avec les autocrates, qu'avec nous-mêmes. On verra. Non, on verra pas. Oui, on va voir. Mais vous allez voir déjà les prises de position. Vous allez voir les prises de position de Donald Trump. Vous verrez qu'il va très bien s'entendre avec Poutine pour essayer de faire plier l'Ukraine et que les Européens ont rendez-vous avec leur histoire. C'est-à-dire que soit on est en 1938 là.
On était dans la conférence la conférence était à Munich. Oui, c'est un clin d'œil que Zelensky d'ailleurs a relevé. Ouais. Mais je pense que si on abandonne l'Ukraine à son sort, on fera comme à l'époque les Européens ont abandonné la Tchécoslovaquie, ce qui a provoqué la Seconde Guerre mondiale avec le cortège d'horreur, de barbarie qu'on a vu. Et rappelez-vous aussi qu'en 1940, aux États-Unis, il y avait un candidat face à Roosevelt qui était Charles Lindbergh et qui était en phase avec le régime hitlérien et qui prônait l'isolationnisme. Donald Trump n'est pas Hitler, et donc, non, je sais pas ce que j'ai dit. Oui, mais vous comparez deux régimes. Mais je dis il y a des constantes en politique américaine. Dans la politique américaine, il y a toujours eu des gens qui étaient pour le multilatéralisme, qui étaient pour construire un ordre international démocratique. C'était Roosevelt et Truman au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on a un autre schéma politique aux États-Unis qui est American First, et même des volontés impérialistes, et d'imposer donc aux voisins des tarifs douaniers, peut-être même d'acheter le Groenland, je sais pas quoi, et puis de mettre les Européens à genoux parce que c'est perçu comme des empêcheurs de tourner en rond des intérêts américains. Donc il faut pas qu'on s'affirme. Florence Berthoud et ensuite Alexandre. Oui, il y a deux sujets. Il y a sur le plan sémantique quelqu'un qui vient nous faire la leçon sur la démocratie. D'ailleurs, on voit pas forcément le rapport avec les questions totalement de sécurité. C'est pas quand même tout à fait le même sujet, mais en disant vous n'écoutez pas les peuples, et puis en même temps c'est de l'ingérence quand même dans les politiques conduites par les Européens. Personne n'a relevé ce paradoxe. Mais il y a la question de la sécurité. La sécurité, qu'est-ce que dit les États-Unis? Finalement, je veux plus payer, nous ne voulons plus payer. C'est à vous d'assurer les dépenses, d'assumer, pardonnez-moi, les dépenses civiles et militaires afférentes à l'Ukraine, mais en même temps, Trump se mêle de l'Ukraine puisqu'il va négocier avec Poutine. Et puis pendant qu'on y est, vous devrez prendre en charge la très grande majorité maintenant des dépenses de sécurité du vieux bloc européen. Et là, je rejoins ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que quand on se préoccupe pas de la sécurité d'un bloc central, c'est sa propre sécurité qui, à terme, attention à qui risque d'être remise en question. Mais c'est aussi et surtout la fin du multilatéralisme, parce que Trump est en train de faire ce qu'il a fait un peu, toutes choses étant égales par ailleurs, avec, tout le monde a oublié ça, mais l'Afghanistan. C'est-à-dire que dans le dos de Kaboul en 2020, il a négocié avec les talibans. Vous avez vu le résultat de cette négociation ? Vous avez vu le résultat ? Bien sûr, le pays est complètement... Et là, on va négocier avec Poutine en laissant non seulement sur le pas de la porte l'Europe, mais l'Ukraine qui est la première concernée. Et on voit bien que ce qui est en jeu, c'est de redonner la Crimée et le Donbass, pas que d'ailleurs, à la Russie. Ouais. Donc c'est au minimum, c'est l'échec total du multilatéralisme, et ça n'est pas que la sécurité, on parle de l'Europe malmenée, mais c'est la sécurité dans le monde qui est en jeu dès lors qu'on fait imploser cette notion quand même importante du multilatéralisme. Oui. Alex Darmon. C'est compliqué parce que... vous êtes plus partagé. Non, je suis pas partagé, mais moi je suis pas surpris en fait. Oui. Enfin, il a été président pendant 4 ans, Donald Trump. On a vu ce que ça avait déjà donné avec l'Europe. Et quand il a fait campagne en octobre, mais il l'avait annoncé. Enfin, je veux dire, il l'avait annoncé pendant sa campagne, c'était son axe de campagne. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit pas lui qui le dise, que ce soit son vice-premier ministre qui laisse les gens autour de lui s'exprimer. Vice-président, pardon. Ouais. Qui laisse les gens autour de lui s'exprimer, annoncer la couleur et donner les messages. Mais moi, je suis inquiet, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que c'est effectivement la fin d'un modèle. Et il ne faut pas qu'on se dise autre chose. L'OTAN, je ne donne pas longue vie à l'OTAN demain. Je pense qu'il faut que les Européens, les Français réagissent. Enfin, depuis hier, on n'entend personne, à part le aujourd'hui. Il y a quand même un sommet. Le sommet quand le vice-président a quitté l'Europe. On fait un sommet quand le vice-président a quitté l'Europe. C'est pas pour commenter. C'est un sommet pour commenter. D'ailleurs, il n'y aura pas de communiqué parce qu'il faut parler, il faut affirmer. Je veux dire, on avait le vice-président qui était là la semaine dernière, qui a été reçu à l'Élysée.
Les Allemands, le ministre des Affaires... Il y a eu des réponses dans le... Enfin, il va y avoir des élections, ça t'a pas échappé, il va y avoir des élections. Oui, mais des réactions, encore une fois, c'est des décisions. Oui, mais là, les décisions, il faut se réunir à plusieurs. On va pas se prendre les décisions chacun dans son coin. Sauf que, c'est vrai, on a parlé de défense, en fait, de l'Ukraine, et il ne l'a quasiment pas abordé. Vance, en fait, dans son discours. Ce qu'il a abordé, ce qu'il a dit, attendez, il relisait le discours, je ne sais pas si vous l'avez vu en intégralité, il dit la plus grande menace qui plane sur l'Europe, ce n'est pas la Chine, la Russie, bien sûr, ni pas la question ukrainienne, ce sont les valeurs de l'Europe. Et l'immigration. Il a remis ça, en fait, au cœur, en disant, il y a l'immigration et vous ne vous en... Je caricature un tout petit peu, mais je résume, vous ne vous en inquiétez pas suffisamment. Et puis ensuite, il y a la démocratie avec une certaine liberté d'expression. Alexis Bachelet. Mais c'est tout à fait cohérent avec la posture américaine qui consiste à dire le problème, ce n'est pas la Russie. Le problème, vous Européens, en fait, votre problème, vous pensez que c'est la Russie parce qu'ils ont envahi l'Ukraine ou la Chine. En fait, votre problème, il est autre. Il est à l'intérieur de vos frontières. La question migratoire est centrale, les valeurs. C'est ça. Bon, après, on est d'accord, pas d'accord. Mais c'est tout à fait logique. Si vous vous apprêtez à lâcher l'Ukraine, vous dites que c'est pas très grave ce qui se passe en Ukraine et vous parlez d'autre chose. Et vous dites aux Européens, vous voyez, c'est pas très grave finalement tout ça. La Russie, c'est pas un danger pour vous. C'est là d'ailleurs que objectivement les Américains se moquent un peu de ce qui se passe parce que, au contraire, nous Européens, je pense qu'on est conscients que l'invasion de l'Ukraine n'est pas un sujet anodin et que effectivement aujourd'hui l'enjeu, ça a été dit par Alex, c'est de prendre acte que les Américains ne veulent plus nous aider à nous défendre, et donc il faut que nous nous défendions nous-mêmes. Ce qui d'ailleurs revient à la posture du général de Gaulle, qui déjà était très critique sur l'OTAN, sur cette dépendance vis-à-vis des Américains, et je pense que la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, comme à une autre époque, ont un rôle fondamental à jouer dans la construction d'une véritable défense européenne, et dans un monde qui aujourd'hui ne nous fera pas de cadeaux si nous ne défendons pas nous-mêmes. N'aime pas les alliés faibles. La leçon, c'est que Trump n'aime pas et qu'il est en train de ressusciter l'Europe, paradoxalement. Et peut-être que paradoxalement, il va ressusciter l'Europe. C'est ça, c'est ce que... Et j'ai l'impression que c'est ce qui est sous-entendu aussi. C'est-à-dire, c'est... Mais ce sommet, c'est la réponse à tout ça. C'est le sommet, augmentation du budget de la défense. Merci à tous les quatre. Dans un instant, évidemment, les débats continuent sur Sud Radio avec André Berkoff, et ce soir aussi, les vraies voix entre 17h et 20h. Demain, retour de Valérie Expert, évidemment. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.